Les colonnes du Kremlin ont tremblé avec la mutinerie du groupe paramilitaire Wagner. Comme jamais auparavant, des fissures sont apparues sur la présidence de Vladimir Poutine. Pendant que le Kremlin minimise la rébellion, les observateurs se demandent dans quelle mesure Poutine en sort affaibli et plusieurs questions restent toujours en suspens. On en parle aujourd'hui avec notre politologue Benoît Lapierre. Salut Benoît! Bonjour Damien. Gros sujet, hein? Tout d'abord, les spéculations vont bon train sur la nature des événements que les Russes ont vécus en fin de semaine et on sait toujours pas là s'il s'agit d'un coup d'État ou d'une manœuvre du Kremlin. Oui, ben c'est ça. Quand on parle d'une manœuvre du Kremlin, c'est qu'il y a beaucoup de rumeurs comme quoi qu'il s'agirait d'une maskirovka. Ça, c'est un camouflage afin de pouvoir déplacer des troupes sans trop éveiller l'attention. Et justement, on avait vu ça, plusieurs rumeurs sur les réseaux sociaux, comme quoi que maintenant, à cause de cette manœuvre-là, le groupe paramilitaire Wagner serait à moins de 100 km de Kiev, donc ce serait pour ça. Mais quand on regarde plus, quand on creuse plus, on voit que c'est pas très crédible, parce que premièrement, il y a eu quand même des échauffourées pendant la manœuvre de Wagner, il y a eu des morts, et il y a même eu le président biélorusse Loukachenko qui a dû se rendre à Moscou pour pouvoir négocier. Donc tout ça, ça fait quand même gros pour dire que ce soit vraiment une manœuvre. Donc là-dessus, c'est pas vraiment crédible que c'était totalement arrangé avec le gars des vues. Toutefois, les personnes qui disent que c'était vraiment un coup d'État non plus, c'était peut-être un petit peu trop exagéré, parce que premièrement, Prigojine, quand il faisait ses revendications, il n'a jamais demandé le pouvoir. Lui, qu'est-ce qu'il voulait, c'est qu'il avait vraiment mal à partir avec le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, et justement avec lui qui trouve que la guerre est mal menée, que supposément qu'il n'aurait pas été assez bien payé, que justement son groupe il était mal utilisé. Et juste pour ça, en regardant les analyses, j'ai trouvé une bonne analyse d'un politologue russe qui disait que c'était vraiment plus comme une grève sur les stéroïdes. Wagner se plaint que les paiements pour ses services n'arrivent pas à temps et que justement quand il avait décidé de faire sa manœuvre, ça faisait un bout qui n'avait pas été payé. Ça faisait aussi longtemps que le Kremlin voulait, officialiser le statut des soldats de Wagner. Il voulait leur donner des contrats et les mettre vraiment sous la directive du ministère de la Défense. Justement aussi, depuis longtemps, Wagner trouve qu'il est mal utilisé dans la guerre en Ukraine. Depuis les événements de Bakhmut, la ville, depuis ce temps-là, sont vraiment plus en retrait, ils sont plus dans un statut de défense et ils n'ont plus vraiment un rôle aussi important qu'il y a quelques mois. Donc tout ça fait que c'était vraiment, on dirait vraiment plus que Prigojine voulait avoir un statut de numéro 1 dans cette guerre-là et il a joué au bras de fer et visiblement il aurait perdu par rapport à ça. Ben là, suite à ces événements-là, c'est quoi l'avenir pour Wagner et les généraux russes? Oui, bien ça. Pour Wagner, ça, c'est quand même rappeler qu'il y a le 3/4 des soldats de Wagner qui n'avaient pas participé à ces manœuvres-là. Et donc, toutes les personnes qui ont resté fidèles à l'état-major russe, eux, vont devoir signer des contrats et vraiment, on va officialiser leur statut au sein de l'armée russe. Et eux, justement, vont être rentrés, vraiment intégrés dans l'armée. Tandis que pour les personnes qui ont participé au coup d'État ou à la grève sur stéroïdes ou à la manœuvre de camouflage, eux, ils vont s'en aller en Biélorussie avec Prigojine et eux, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec le temps. Toutefois, Wagner, c'est pas juste en Russie qu'il y en a, il y en a aussi beaucoup à l'étranger. On les a vus en Syrie, ils sont présentement en Libye, en Centrafrique, au Mali, au Soudan, Burkina Faso, au Tchad. Grosso modo, il y a une quinzaine de pays en Afrique qui utilisent les services de Wagner et eux, leur statut, ça va être pas mal plus ambigu. Vu qu'ils font quand même un travail relativement important pour les chefs d'État de cet endroit-là et ils ne pourront pas vraiment avoir un statut de l'armée russe parce que ça ferait vraiment comme vraiment de l'ingérence directe dans d'autres pays. Donc, Wagner en Afrique ou à l'étranger, leur statut, sûrement qu'ils vont rester grosso modo la même chose. C'est clair que tous les Wagnerites sur le territoire russe vont devoir être plus, leur statut va devoir être vraiment normalisé parce que ça ne pourra pas rester de même après les événements qu'ils ont eu. Sinon, pour les généraux, pour Vladimir Poutine, c'est vraiment difficile de devoir désavouer les généraux en place, surtout le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, après ces manœuvres-là. Ça ferait vraiment paraître comme quoi qu'il céderait à des chantages. Toutefois, il faut dire que ces généraux-là sont vraiment très affaiblis après ça, quand c'est rendu que ton leadership cause des coups d'État, ça montre quand même qu'ils ont de la difficulté avec la perception au moins du public ou dans leur armée. Toutefois, il faut quand même donner des bons points pour ces ministres-là, c'est que pendant qu'il y a eu ces manœuvres-là de Wagner qui montaient jusqu'à Moscou, il n'y a aucun officier dans la chaîne de commandement qui a pris parti
pour Wagner et Prigojine. Donc, ça montre quand même que même si les généraux sont relativement affaiblis, ils ont encore la loyauté de toute la chaîne de commandement, étant donné que, justement, personne dans l'armée régulière a appuyé Wagner lors de ces tentatives-là. Mais là, justement, comme mentionné au début là, de la chronique, les colonnes du Kremlin ont tremblé en fin de semaine. Et là, pendant que le président russe minimise les événements, il y a plusieurs observateurs qui se demandent dans quelle mesure il en sort affaibli. On se demande aussi si ça ne serait pas le début de la fin pour Vladimir Poutine. Oui, bien, c'est sûr que ça a été une grosse fin de semaine pour Vladimir Poutine et il a mal paru. Ça c'est évident. Il aurait préféré que ces choses-là arrivent pas ou au moins pouvoir peut-être tuer le mécontentement dans l'œuf. Toutefois, il y a quand même des éléments qui montrent que c'est pas le début de la fin de Vladimir Poutine en tant que tel et que ce sera pas cet événement-là tout seul qui va faire que le régime va tomber. Premièrement, comme on a dit un petit peu plus tôt, il n'y a aucune figure politique, il n'y a aucune élite économique, aucun officier de l'armée qui a donné son appui à Prigojine. Donc, ça montre quand même que le système Poutine, les hommes autour de Poutine, ou les grosses pointures du pays, ceux qui comptent, il n'y a personne qui a dit quelque chose contre Vladimir Poutine et il n'y a personne qui a donné son appui à Prigojine. Donc, ça montre quand même que le système en tant que tel n'a pas été trop ébranlé lors de ce coup d'État-là. Et on peut quand même s'il y en a beaucoup, Prigojine, il est quand même assez populaire en Russie, vu que son groupe Wagner, il fait la job sale que les autres veulent pas. Je peux encore rappeler de Bakhmout, c'était quand même un combat très difficile et ça n'a pas été l'armée russe qui l'a fait, ça a été les Wagnerites qui ont fait ce travail-là. Le discours de Prigojine, c'est grosso modo, c'est si on fait la guerre, on la fait pour de vrai et on s'arrange pour la finir le plus tôt possible. Tandis que l'armée russe, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est peut-être plus limiter les pertes. Ils veulent pas avoir des mères de soldats en pleurs devant la télé. Donc, Prigojine qui dit que quand on fait la guerre, on la fait pour de vrai. C'est quand même une bonne résonance au sein du public russe. Toutefois, quand il a décidé de faire sa marche sur Moscou afin d'essayer de faire changer les choses, il y a beaucoup de monde dans la population russe, tous les Russes en haut de 30 ans, ils ont connu les années 90, et sans faire un cours d'histoire, pendant les années 90, le pays était vraiment très, très, très mal en point, où le PIB avait chuté d'une trentaine de pourcents pendant ce temps-là, la mortalité avait monté, l'itinérance, le chômage, tout ça, et il n'y a absolument personne en Russie qui voulait retourner dans une guerre civile de cette équivalence-là. Donc, même s'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec Prigojine, il n'y a personne qui l'aime assez pour virer le pays sans de dessous et après ça soutenir une guerre civile avec ça. Une autre chose aussi qui pourrait peut-être montrer que Vladimir Poutine est quand même si, comme je vous dis, il aurait mieux aimé que ça se passe pas, il y a plusieurs choses qui poussent la population russe à se rallier devant son chef. Et entre autres, une des choses qu'il y a, c'est les sanctions que l'Occident a fait contre la Russie. Parce qu'il y a plusieurs sanctions. Oui, il y en a contre des généraux, mais il y en a aussi contre, pas monsieur, madame, tout le monde, mais contre des hommes d'affaires, contre des athlètes olympiques, contre des produits, des compagnies russes qui n'ont absolument aucun rapport avec la guerre en Russie. Et eux sont sanctionnés. Et après ça, c'est très mal perçu par le russe du quotidien, par la population en général, qui assimile vraiment plus ça à du racisme envers les Russes et pas des sanctions contre le gouvernement en tant que tel. Et là, quand ils ont vu, parce qu'ils ont quand même la télé, ils voient la couverture internationale, qu'est-ce que le groupe Wagner a eu lors de la fin de semaine, et eux, qu'est-ce qu'ils ont grosso modo ressenti, c'est qu'on était presque contents qu'il y ait une guerre civile dans le pays. Et ça c'est vraiment très mal perçu au sein de la population russe, comme quoi qu'ils voient vraiment que, comme je vous dis, ils assimilent plus ça à du racisme envers les gens du quotidien plutôt que des pressions sur leur gouvernement. Donc ça, là-dessus, c'est quand même quelque chose qui va jouer après ça pour l'appui de Vladimir Poutine dans ses opérations. Et finalement, une dernière chose qu'on voudrait dire avec ça, c'est que Vladimir Poutine, il va avoir des élections en 2024. Et avant la guerre en Ukraine, le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, était vraiment pressenti pour être la personne qui allait remplacer Vladimir Poutine en 2024. Et il y a plusieurs analystes qui disaient que cette guerre-là, quand elle a été déclenchée et qu'on pensait tous que ça allait être une guerre éclair de quelques jours, on pensait vraiment que c'était une façon d'aider Sergueï Shoïgu à avoir une bonne image auprès du public. Après ça, arrivé en 2024, comme étant, je suis un grave général de guerre, regardez, j'ai vaincu l'Ukraine en quelques jours, quelques semaines. Là, on voit que c'est vraiment pas le cas. Et maintenant, il y a même des mutineries au sein de la population contre lui. Donc là-dessus, on voit de plus en plus que Sergueï Shoïgu, le dauphin de Vladimir Poutine, ça n'a pas l'air d'être une option pour prendre les rênes
quand Vladimir Poutine va partir. Donc, c'est comme le numéro 2 est en train d'être discrédité. Donc, ça montre encore plus, on va dire peut-être pas l'importance, mais la prédominance de Vladimir Poutine dans le système politique russe. C'est quand même incroyable, hein, pareil, tout ce qui se passe là-bas, puis voir que justement en 2024, là, qu'est-ce qui va arriver avec tout ça, là. On va continuer à suivre le dossier. Encore une fois, c'était très enrichissant. Puis, petite parenthèse, j'étais bien heureuse que ce soit toi qui prononce tous ces noms difficiles-là. C'est bon. Merci beaucoup, Benoît. Dans 2 semaines.